On va démarrer le webinaire, si vous le voulez bien. Il y a encore des personnes qui vont nous rejoindre, mais il est 15h03. Bon. Eh bien, on lance ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour aux partenaires de la prévention et aux personnes qui sont dans les relais EGAPRO et ressources humaines de toutes les entreprises. Nous lançons donc ce premier webinaire de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail de 2023 sur le thème des transitions. Donc, avec cet après-midi, la thématique de l'égalité professionnelle face aux transitions, notamment transition sociologique, transition de société, mais pas seulement. Donc, avec nous, pour présenter ce webinaire, nous avons Alexandra Fontaine, qui est chargée de mission à l'ARACT Réunion, et Fabienne Rubira, qui est de Chance Égale, donc notre partenaire. Ce webinaire a pu être réalisé grâce au financement du Fonds social européen, de l'État et de la CGSS, que nous remercions. Et nous sommes ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie maximum, avec une présentation qui permettra, vu le nombre de personnes, des échanges. Donc, je continue avec la présentation de l'ARACT. Donc, moi, je suis Corinne Dubois, directrice de l'ARACT Réunion, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, une agence par région, donc 16 agences en tout, avec un siège basé à Lyon d'un établissement public administratif. Nous agissons sur le champ de l'amélioration des conditions de travail, donc tout ce qui touche à la qualité de vie et aux conditions de travail, et l'égalité professionnelle en fait partie. Donc, nous avons un cadre commun d'intervention avec une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que les ARACT sont gouvernés en partie par les employeurs et en partie par les salariés. Et donc, nous intervenons avec nos paritaires, justement, essentiellement sur le dialogue social. Tous les sujets que l'on porte sont coportés à la fois par les employeurs et les salariés. Notre approche est basée sur la vision du travail réel, avec un regard sur l'organisation du travail et l'équilibre entre la possibilité de faire un dialogue, un travail de qualité et une efficacité de ce travail pour une meilleure rentabilité dans l'entreprise. Donc, un rapport gagnant-gagnant que l'on essaye d'équilibrer. Donc, on travaille sur des outils, on met à disposition des méthodes et on réalise des expérimentations en entreprise. Et donc, pour le bien commun, donc on diffuse tous ces outils et méthodes sur notre site internet ARACT Réunion et celui de l'ANACT au niveau national. Donc, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir rejoints. Je vais laisser la parole à Alexandra Fontaine qui va animer ce webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Alors, normalement, il aurait été prévu que M. Mercader intervienne, mais apparemment, il a des soucis de connexion, d'après ce que... Oui, je pense que s'il nous rejoint, il prendra la parole dans le fil de présentation. D'accord. Alors, donc, bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire sur l'égalité professionnelle au cœur des transitions que je vais co-animer avec Madame Rubira, qui est la directrice de Chance Égale. Alors, je vais commencer par vous présenter comment dire, le déroulé. Donc, l'intervention de Pierre Mercader qui interviendra un petit peu plus tard dans ce temps. Dans un deuxième temps, nous ferons un petit point sur les données de santé et des conditions de travail des femmes et des hommes à La Réunion. Dans un troisième temps, nous verrons comment améliorer l'égalité professionnelle à La Réunion avec une intervention de Madame Rubira, directrice de l'agence Chance Égale, et de moi-même. Et nous procéderons dans un dernier temps à la réponse aux questions. Donc, je laisse la parole à Madame Rubira pour présenter l'agence Chance Égale. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, très rapidement, quelques mots pour
présenter Chance Égale. C'est une association loi 1901 qui a été initiée en 2001, il y a plus de 20 ans maintenant, par la préfecture, Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, pour mobiliser les fonds européens sur la thématique à La Réunion. Donc, nous sommes depuis l'origine financés par les fonds sociaux européens et la préfecture. Alors, juste un petit récapitulatif de nos actions. Donc, nous avons une partie d'activité qui est tournée vers la sensibilisation de tout public, les jeunes en particulier. Mais là, je fais un petit récapitulatif de nos actions sur l'égalité professionnelle à La Réunion. Alors, il se trouve que notre première action en 2004 était en partenariat avec la RACT, d'ailleurs, en co-organisation, puisque les premières rencontres de l'égalité professionnelle ont été organisées à la demande de la Direction régionale aux droits des femmes avec la RACT et Chance Égale. Voilà. Nous avons en 2004-2007 participé à un projet européen Equal avec la Chambre des métiers sur la mixité professionnelle et qui a mis en place la labellisation des premières entreprises réunionnaises avec un label local. 2013-2018, c'était une action territoire d'excellence expérimentale à La Réunion, en partenariat avec la DETS et les acteurs socio-économiques. En 2019, donc là, on se rapproche un petit peu plus, et là encore une fois, avec le soutien de l'ANACT, un financement de l'ANACT, nous avons réalisé une plateforme égalité professionnelle co-construite par et pour les entreprises privées sur l'égalité professionnelle pour rendre visible et accompagner les entreprises à La Réunion sur cette thématique. En 2020, nous avons développé un outil contre les violences sexistes et sexuelles au travail, coup de théâtre contre le sexisme. Et en 2020, nous avons aussi décliné la version plateforme égalité professionnelle pour la fonction publique à La Réunion. Voilà, j'espère que ça n'a pas été très longue. Parfait. Je vous rends la parole. Merci Fabienne. Alors, quelques mots sur le cadre d'action. Il faut savoir que les actions concernant l'égalité professionnelle sont inscrites dans le plan santé au travail qui va de 2021 à 2025. Les services de prévention et santé au travail peuvent également apporter un soutien aux différentes structures concernant des outils pour l'évaluation et la prévention des risques pour les femmes ainsi que pour les hommes, afin de les inscrire dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et nous propose également des outils permettant de mettre en place des démarches de prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel. Fabienne, je redonne la parole concernant le cadre réglementaire, l'évolution du cadre réglementaire. Attends, juste une petite parenthèse. Je vous informe que nous allons enregistrer ce webinaire pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas pu y assister puissent se revoir en replay. Donc, ceux qui ne souhaitent pas être vus, je vais vous demander de couper votre caméra. C'est bon, Fanny ? Ok, on peut reprendre. Ok. Donc, merci Alexandra. Donc, pour reprendre un petit peu l'évolution du cadre réglementaire, bien entendu, c'est sans remonter aux premières lois sur l'égalité professionnelle, sinon on devrait remonter 60 ans en arrière. Hein. Donc, on va simplement rappeler les plus récentes, effectivement, avec l'accord ANI qui favorise l'égalité d'accès à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle. Un rappel de la loi de 2014 qui en fait est une loi qui n'était pas que sur l'égalité professionnelle mais sur l'égalité de manière générale, la lutte contre les violences faites aux femmes, mais qui avait ramené un petit peu, renforcé les lois précédentes. En 2015, donc, avec l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle et la QVT, la qualité de vie au travail. Celle de système de la santé, donc on voit au fur et à mesure que de plus en plus de partenaires doivent produire des obligations, enfin des données sexuées.
2017, une ordonnance qui, ben voilà, je pense que c'est un petit peu l'histoire des égalités professionnelles. Il y a une loi qui la renforce. Il y a une loi qui la renforce à chaque fois. Donc, on est effectivement maintenant, alors avec effectivement la simplification pour mettre ensemble égalité professionnelle, qualité de vie au travail et rémunération pour réduire un petit peu le temps passé sur les accords et la négociation. Et enfin, donc récemment, l'index égalité qui oblige les entreprises, à partir des entreprises de 50 salariés, de calculer et de rendre visible sur leur site internet l'index égalité professionnelle. Voilà. Merci. Alors, à présent, je vais vous présenter quelques données chiffrées sur les conditions de travail des femmes et des hommes à La Réunion. Alors, je ne vous garantis pas que ça ne sera pas soporifique, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit assez dynamique. Donc, l'objectif vraiment, c'est de mettre l'accent sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes à La Réunion. Donc, j'ai voulu faire un petit parallèle par rapport aux 9 domaines qui permettent, qui donnent la possibilité d'atteindre l'égalité professionnelle. En mettant l'accent sur les chiffres de l'INSEE. Donc, les 9 domaines, on parle de l'embauche, la formation, la promotion, la qualification, la classification, les conditions de travail, santé et sécurité au travail, la rémunération effective qui est un peu obligatoire, et l'articulation des temps. Donc, j'ai essayé de regrouper toutes ces données en faisant un parallèle avec les données chiffrées à La Réunion. Alors, on sait que 49,42% des femmes, les femmes, oh là là, ça commence bien. Donc, les femmes sont actives, donc la part des femmes actives, pardon, est de 49,42%, tandis que la part des hommes actifs est de 50,57% à La Réunion. Donc, le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans s'établit à 67,6% contre 74,5% pour les hommes. Le taux de chômage chez les hommes est de 7,5% à La Réunion et chez les femmes, il est de 7,1%. À La Réunion, donc, on constate que 32,9% de la population active est au chômage. Donc, ça concerne 17,4% des femmes contre 15,51% des hommes. Donc, le nombre de femmes au foyer est 17 fois plus élevé que le nombre d'hommes. On pourra tout à l'heure faire le parallèle justement avec les freins qui peuvent justement empêcher les femmes d'accéder à un emploi. Donc, en 2022, 60 000 personnes sont au chômage à La Réunion, soit 18% de la population active. Et donc, on constate quand même une baisse du chômage qui est de 3 points. Je continue. Là, on se rend compte, donc c'est une diapositive qui parle de la répartition de la population de 15 ans ou plus selon le sexe, le statut et les conditions d'emploi en 2019. On se rend compte que c'est l'emploi salarié qui est le plus important à La Réunion, et surtout que le nombre de titulaires de la fonction publique et de CDI et de CDD est le plus élevé. On se rend compte que au niveau de la fonction publique et les CDI, les femmes occupent quand même une place très importante, comme les hommes. Et la troisième position revient justement aux personnes qui se retrouvent en CDD. Par contre, en ce qui concerne les emplois non salariés, on se rend compte que la proportion est beaucoup moindre. Si on fait le comparatif entre les titulaires de la fonction publique, les CDI et les CDD, on se rend compte qu'au niveau des emplois non salariés, ce sont plus les personnes indépendantes et les employeurs qui ont une part assez importante, mais on se rend compte également que la part des femmes reste quand même assez minime par rapport à celle des hommes, tant du point de vue des indépendants que des employeurs. Donc, ce sont des chiffres de l'INSEE qui datent de 2019. Alors, la prochaine diapo traite du taux d'activité. Donc, 54%, donc il concerne 54% des femmes contre 65%
des hommes. Je passe rapidement sur cette diapo. Donc, en ce qui concerne, on se rend compte que les Réunionnaises sont moins en emploi, elles sont plus à temps partiel et sont moins rémunérées. Donc, on se rend compte que seulement 42% des femmes occupent un emploi en 2019, soit 8 points de moins que les hommes. Elles sont moins insérées que les métropolitaines, qui sont 61% à occuper un emploi. Donc, les Réunionnaises travaillent nettement plus souvent à temps partiel, donc 28% contre 13% des hommes. Elles se retrouvent en situation de sous-emploi subi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas décidé de se retrouver dans cette situation. Donc, leur salaire horaire est net et plus faible du fait du temps de travail réduit. Elles touchent ainsi 12,5 € de l'heure contre 13,4 € pour les hommes, soit un écart de 7% contre 16% dans l'Hexagone. Donc, ce moindre écart sur l'île, il est lié en partie à une plus forte part d'emplois publics, rémunération moins inégalitaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la part des emplois publics très importante. Donc, les emplois de cadre dans lesquels les femmes sont beaucoup moins bien rémunérées que les hommes, donc moins 19%, sont moins fréquents à La Réunion. Donc, on constate aussi, hein, on le sait, qu'à La Réunion, il y a une parentalité beaucoup plus précoce et plus fréquente que dans l'Hexagone, ce qui augmente la difficulté d'insertion des Réunionnais sur le marché du travail. Donc, pour celles qui travaillent, les revenus salariaux sont inférieurs et ils augmentent le risque de difficultés financières. Et on sait qu'à La Réunion, une femme sur 5 vit seule avec ses enfants et 61% d'entre elles vivent seules, vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, je vous ai donné quelques informations justement sur le taux d'activité des femmes. Hein. Je n'ai pas, comment dire, c'est quelques exemples, hein, parce que si on va dans des études, il faudrait beaucoup plus de temps. Alors, en ce qui concerne la part des femmes dirigeantes par secteur en 2021, on sait qu'une femme qui accède à un poste de dirigeante est un fait qui est encore plus rare à La Réunion qu'ailleurs, dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, début 2020, la part des directrices de la fonction publique réunionnaises est la plus faible de France. Donc, seuls 34% des 76 postes de direction sont occupés par des femmes, contre 42% au niveau national, et Mayotte n'est pas compris dedans. Dans le secteur privé, les femmes sont encore moins souvent à un poste de direction que dans le public. Elles sont seulement 19% des 146 cadres participant à la direction d'une entreprise de plus de 250 salariés, contre 26% au niveau national. Les directrices sont plus nombreuses dans la fonction publique, c'est ce qu'on voit, hein, que dans le secteur privé, car la parité est quasiment atteinte dans la fonction publique hospitalière, hein, c'est ce qu'on voit aussi là-dessus. Donc, les femmes occupent, sur le schéma, les femmes occupent 46% des 26 postes de direction d'hôpital. Et selon l'INSEE, c'est aussi à l'hôpital que les écarts de salaire sont les moins prononcés. Les directrices d'hôpital gagnent 10% de moins que leurs homologues masculins. Et ces écarts de salaire sont d'un niveau proche dans la fonction publique d'État, donc de 13%, mais 2 fois plus élevé dans la fonction publique territoriale, 21%. Alors, en dehors de l'hôpital, les dirigeants d'une structure publique sont nettement plus rares. Donc, elles sont 27% des 30 postes de direction de la fonction publique d'État et 30% des 20 postes dans la fonction publique territoriale. Donc, voilà quelques données. Vous pourrez avoir d'autres informations justement en allant sur le site de l'INSEE dans ce domaine. Donc, je reviens maintenant sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes sur les hauts postes de direction depuis 2020. On se rend compte qu'au niveau de La Réunion, à La Réunion, zut, j'ai perdu le fil. Donc, excusez-moi. Donc, les femmes dirigeantes gagnent 34% de moins que les hommes dans certaines entreprises, contre 14% de moins dans les administrations publiques. Alors, là maintenant, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes non salariés début 2020. Alors, on se rend compte qu'à La Réunion,
les femmes gérantes ont perçu courant 2019 un revenu d'activité annualisé de 2 570 € contre 3 400 € pour les hommes. Donc, je passe rapidement. Alors, on se rend compte également que les femmes sont plus brillantes, les filles sont plus brillantes à l'école, mais moins représentées dans certaines filières. Donc, elles réussissent mieux à l'école. Hein. Donc, 28% de celles âgées de 25 à 54 ans détiennent un diplôme qui est supérieur au bac, contre 23% des hommes. Ces chiffres sont proches de ceux de l'Hexagone d'il y a à peu près 20 ans. Donc, on a à peu près 20 ans de retard. En 2017, 45% des femmes et 38% des hommes sont diplômés du supérieur dans l'Hexagone. Alors, durant leurs études supérieures, les femmes sont moins présentes dans les filières scientifiques, mais à part dans les filières en médecine. Alors, sur le marché du travail, les femmes peinent aussi à diversifier leurs débouchés, ce qui renforce la concurrence. Entre 25 et 54 ans, la moitié de leurs emplois sont répartis sur 8 familles professionnelles contre 15 pour les hommes. À La Réunion, c'est 9% des femmes qui sont en emploi, qui sont enseignantes. C'est la profession qui est la plus représentée. Alors, 27% des femmes occupent des postes peu valorisés, d'agents d'entretien, d'aide à domicile ou aide ménagère, de vendeuse, d'aide-soignante ou d'infirmière. Alors, ces professions sont surreprésentées, ont été particulièrement mobilisées, on le rappelle, en 2020 lors de la crise sanitaire pendant le premier confinement. Donc, 23% des travailleuses françaises ont déclaré que leur temps de travail a augmenté durant cette période contre 15% des travailleurs. Alors, la durée quotidienne moyenne des activités des femmes et des hommes à La Réunion, donc je trouve que ce tableau est assez particulièrement intéressant. Donc, on se rend compte au niveau du temps physiologique, disons que la répartition est quasiment la même pour les femmes comme pour les hommes. Au niveau du temps libre, donc on parle des loisirs, de sociabilité, on se rend compte quand même que les hommes ont plus de temps libre que les femmes, à près de 1h10, quand même, une différence d'1h10. Au niveau du temps domestique, on se rend compte que les femmes consacrent beaucoup plus de temps, à raison de 1h30 quand même, 1h30 de plus que les hommes. Alors, au niveau du temps professionnel et de formation, on se rend compte que les hommes ont plus de temps, près d'1h, un petit peu moins d'1h que les femmes. Et au niveau du transport, ce qui a été abordé ce matin aussi, ce sont des temps similaires. Alors, au niveau de l'égalité professionnelle, il est intéressant aussi de prendre en considération l'intensification du travail par des rythmes de travail plus contraints et des marges de manœuvre diminuées pour les femmes. Il faudra prendre aussi en considération l'émergence des nouveaux risques, c'est-à-dire les CMR, par exemple les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les nanomatériaux. D'ailleurs, il y aura un atelier qui sera consacré à ces thématiques dans la semaine. Demain. Merci, Fanny. Donc, on connaît peu, on commence à se pencher justement sur les effets différés sur la santé reproductive des femmes, mais également des hommes et la santé en général. Donc, un troisième point aussi, c'est la combinaison des risques de tout ordre, qui sont liés à l'environnement de travail, l'organisation de travail et au travail, les violences sexistes et sexuelles, le télétravail, l'articulation des temps, la crise climatique. Donc, c'était un sujet qui a été abordé ce matin. Et l'objectif, ce sera d'anticiper justement des actions différenciées, de mettre en place des actions différenciées concernant la prévention par rapport aux conditions de travail à la fois des hommes et des femmes. Il sera aussi intéressant ce sera aussi intéressant de se pencher sur les maladies chroniques évolutives et le cancer, notamment le cancer du sein pendant la vie active et les maladies spécifiquement ou majoritairement féminines de plus en plus reconnues, telles que l'endométriose,
par exemple la fibromyalgie avec des problématiques de maintien en activité. D'ailleurs, l'année dernière, au niveau de l'ARACT Réunion, nous avons mené des ateliers, justement, des ateliers pour sensibiliser le milieu professionnel, justement, à l'importance de la prise en considération, enfin, l'inclusion de ces démarches de prévention hein, dans le démarche de prévention au milieu professionnel. Des actions ciblées, nous avons aussi également ciblé des actions enfin une action de sensibilisation. Nous avons été invités justement par une association dans le sud pour parler de l'endométriose et des difficultés justement à maintenir les femmes qui en souffrent en emploi. Donc, il est important aussi de renforcer les activités des seniors qui sont concernés justement par comment dire, une augmentation du passage à la retraite, enfin, du temps de travail, et pour renforcer aussi le rôle d'aidant pour la garde des enfants et également pour les ascendants. Donc, important aussi de prendre en compte justement l'allongement de la vie professionnelle, comme je disais à l'instant, hein, et tous les risques qui sont liés justement à une augmentation de la vie professionnelle et qui peut se poser justement de façon différente, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Alors, je vais vous laisser un petit temps si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Non, je poursuis dans ce cas. Alors, comment améliorer l'égalité professionnelle? Je te laisse la parole, Fabienne. Oui, merci. Donc, simplement pour un petit peu récapituler toutes ces statistiques que nous voyons et comment améliorer l'égalité professionnelle. Et, il me semble qu'il est important de comprendre où sont les inégalités. Et toute cette liste de chiffres peut être utilisée pour en extraire des parties de façon à mieux comprendre où sont les inégalités, quelles sont les origines et les freins. Nous travaillons à accompagner l'égalité professionnelle depuis de nombreuses années. L'expérience que j'aimerais partager et l'outil que j'aimerais présenter, c'est un outil que vous pouvez découvrir ou retrouver sur notre plateforme Égalité professionnelle, voilà, qui permet un petit peu de comprendre, et je dirais que c'est le point essentiel pour mettre en place des actions ou pour agir, pour promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. C'est de comprendre quand on nous donne des chiffres 12%, 25%, et les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est de savoir à quoi correspondent, parce que c'est pas forcément que l'inégalité de salaire, mais il y a des composantes qui interviennent pour analyser ce qui concourt à ces inégalités de salaire. Parce que quand on dit moins 12%, moins 25%, la majorité du public, pas les professionnels qui sont là peut-être autour de la table, mais la majorité du public a tendance à prendre le chiffre et à dire à travail égal, il y a X% de moins entre les femmes et les hommes. Or, c'est une moyenne. C'est-à-dire que c'est ça la première des choses à comprendre, c'est qu'on prend l'ensemble des salaires des hommes, on en fait la moyenne, on prend l'ensemble des salaires des femmes, on en fait la moyenne, et là, on compare, et c'est de là que sortent ces pourcentages. Voilà. Donc, je vous propose, et puis on va en discuter après, de lancer la petite vidéo que vous pourrez réutiliser ou retrouver sur notre site. Alexandra, je crois que c'est toi qui peux lancer. Oui, je le fais. Voilà, on va activer mon micro et je lance.
Les inégalités entre femmes et hommes au travail, ce sont d'abord les inégalités de salaire. Vous êtes au service RH ou à la direction d'une entreprise réunionnaise et vous avez à cœur de les supprimer. C'est possible. Pour y parvenir, observons les mécanismes qui mènent aux écarts de salaire. À combien estimez-vous la différence de salaire en France entre les femmes et les hommes? 5%, 10%, 15%? Tout statut et temps de travail confondus, les revenus salariaux des femmes sont en moyenne inférieurs de 24%. On peut identifier 4 causes principales. Première cause des inégalités de salaire, la discrimination pure, à situation parfaitement identique, poste, temps de travail, diplôme, âge, ancienneté, expérience ou taille d'entreprise, le salaire des femmes reste inférieur de 9%. Cette part inexpliquée est attribuée par le ministère du Travail à la seule discrimination envers les femmes. Elle concerne surtout les hauts salaires. Votre premier levier d'action est évident, opérer un rattrapage salarial. La deuxième cause des inégalités de salaire, les temps partiels plus fréquents chez les femmes. C'est en partie le résultat d'un contexte sociétal. Les femmes assument encore très majoritairement les tâches ménagères et familiales. Vous avez trouvé votre deuxième levier d'action, inciter les hommes à s'investir dans leur vie familiale. La troisième cause des écarts de salaire est la moindre évolution de carrière des femmes. Elles se heurtent au plafond de verre. Le décrochage dans le parcours apparaît dès la première maternité. Souvent, aucun réajustement ne vient compenser l'évolution des collègues qui, elles, s'est poursuivie. Mais le plafond de verre est aussi le fait de pratiques RH parfois stéréotypées et inconscientes. On perpétue une logique de reproduction genrée du management. Voici votre troisième levier d'action. Modifiez les critères d'évolution de carrière. Faites fi des préjugés. Un bon profil n'est ni homme ni femme. C'est un individu possédant les compétences requises. La quatrième cause des inégalités de salaire, le manque de mixité des métiers. Une constante dans l'emploi, aux hommes le technique, aux femmes l'administratif, et les fonctions les moins rémunératrices. Votre quatrième levier d'action peut prendre 2 formes. D'une part, la mobilité interne par la formation, et d'autre part, des recrutements plus ouverts, et cela dès la rédaction de vos annonces. En proposant un poste de plombier-plombière, vous serez étonné des candidatures. Vous le voyez, lutter contre les inégalités professionnelles entre femmes et hommes est une démarche simple, concrète, mais aussi créative. Un véritable creuset d'innovation RH. Prenez la route de l'égalité. Et n'oubliez pas, Plateforme Chance Égale est à vos côtés pour accompagner votre réussite. Voilà, donc c'était pour un petit peu reprendre les leviers principaux. Ces leviers, c'est ceux qu'on retrouve dans les plans d'action qui sont à mettre en œuvre pour réaliser un accord égalité professionnelle ou un plan d'action égalité professionnelle. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des souhaits d'informations complémentaires. Pas de questions pour l'instant? Pas de questions pour l'instant. Voilà, mais je pense que parmi les outils, alors là c'est pour comprendre, mais parmi les outils qui sont proposés et pour faciliter, je dirais, la mise en place d'actions concrètes, hein, puisque c'est en fait, je pense, ça que cherchent un petit peu les participants et participantes, c'est-à-dire pratico-pratique, comment on agit pour améliorer l'égalité professionnelle. On reviendra, je pense, à la fin avec les outils qui sont proposés, les outils communs et les outils de l'ANACT et les outils de Chance Égale, je pense. Exactement. Alors déjà, je présentais alors, justement le modèle systémique de l'ANACT. Donc, le modèle systémique de l'ANACT qui reprend les 9 domaines d'action de l'égalité professionnelle, hein, je les cite à nouveau. Donc, l'embauche, la formation, la promotion, la qualification, la classification, les conditions de travail, santé et sécurité au travail,
la rémunération effective et l'articulation des temps. Alors, qu'est-ce que dit ce modèle systémique? Que les représentations de métiers et de genre vont sous-tendre l'organisation du travail et les pratiques RH et de management qui vont avoir une influence justement sur le temps de travail et l'articulation des temps privés et professionnels entre les hommes et les femmes. Ça aura aussi un incident sur les parcours différenciés des femmes et des hommes. Une incidence également sur les conditions de travail, concernant par exemple la pénibilité, les risques auxquels seront exposés à la fois les femmes et les hommes. Une incidence également sur l'organisation et la répartition des activités. On va se rendre compte que parfois, dans certaines structures, la répartition des activités, enfin, on va assister plutôt à une répartition différenciée, genrée des activités. Et tout ceci, donc ces 4 champs auront une incidence, un impact sur les situations de travail différenciées pour les femmes et à la fois pour les hommes, et également sur les rémunérations, la santé au travail et les carrières. Je voulais juste aussi également faire un point justement sur l'exposition des femmes et des hommes à certaines conditions, voir que les femmes et les hommes sont exposés à des conditions de travail différentes. En ce qui concerne, par exemple, l'environnement, les femmes sont exposées à des agents biologiques et chimiques. On parlait tout à l'heure d'un impact sur la reproduction, par exemple, ou bien sur les autres, sur la santé en général. Les hommes seront plus exposés au bruit, au choc, au froid, aux agents chimiques. On se rend compte que, je prends un autre exemple, au niveau des relations, les femmes seront plus exposées aux agressions du public. Elles peuvent être exposées, comment dire, en travaillant isolé, en étant en situation de travail isolé, à la charge émotionnelle. Je prends un autre exemple, qui dit travail isolé, dit aussi également risque de violences sexistes et sexuelles, ou harcèlement sexuel. Les hommes seront plus exposés à des contraintes hiérarchiques, le travail à l'extérieur. Je prends un autre exemple. Concernant les horaires, les femmes, en ayant des horaires atypiques, que ce soit en soir, matin ou nuit, pourront justement être confrontés à certains risques. Les hommes, ce sera plus par rapport au travail posté ou de nuit. Concernant les risques psychosociaux, on se rend compte aussi qu'au niveau de l'intensité du travail, chez les hommes, le travail est plus intense pour les hommes, avec des horaires plus longs, moins prévisibles. Les femmes, c'est plus la répétitivité où elles sont beaucoup plus bousculées. Il y a des horaires le samedi en 2-8. Elles sont confrontées aussi, comme je disais au départ, ça concerne aussi la Réunion, au temps partiel. Au niveau des exigences émotionnelles, on se rend compte qu'il y a peut-être pour les hommes un désaccord avec les collègues ou la hiérarchie sur la façon de faire le travail, la possibilité d'en discuter. Ça illustrait aussi dans par certaines démarches menées par les ARACT. Et les femmes, ce sera plus par rapport au contact avec le public en détresse, qu'il faut calmer. Elles vont donc être confrontées à l'agression verbale, le fait de devoir cacher leurs émotions, éviter de donner leur avis, pardon. Donc, on se rend bien compte que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes, les risques psychosociaux peuvent être différenciés. Donc, si on se base sur le rapport Golac. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, Fabienne, on va procéder à un questionnaire. Ce questionnaire que tu nous as transmis. Alors, donc, je vais vous demander de vous connecter, de flasher ce QR code ou bien de vous connecter directement sur bicast.live et d'entrer le code session, le code de la session. Comment? Oui. Alors, je ne vous ai pas présenté Fanny. Donc, je suis avec Fanny qui est chargée de mission transfert. C'est pour ça que des fois, je jette des petits regards au-dessus de mon ordinateur. Donc, je vous laisse flasher le QR code.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si vous voulez bien juste mettre un pouce dans la barre dans le chat. C'est bon, tu vois? C'est bon pour tout le monde? Donc j'arrête le partage et je... Alors, les joies des transitions numériques que je maîtrise à 100%, n'est-ce pas? Alors, Tu arrives à te connecter, là? je partage. Voilà. Alors, la première question, est-ce que tout le monde y est? On va voir mon écran. Donc, la première question. Donc, je te laisserai commenter, Fabienne. Donc, Oui. la motivation et l'engagement des salariés sont-ils liés à la qualité de vie, aux conditions de travail et au sentiment de justice? Alors, les questions sont simples et les réponses, c'est soit oui, soit non, hein, puisque c'est un petit jeu du oui ou non. Donc, est-ce que tout le monde a participé? Je pense que tout le monde va gagner à ce petit jeu oui-non. Ah, donc, nous avons combien de personnes qui participent au jeu? Parce que moi, je n'ai pas la main sur pour savoir si c'est fini ou pas. Normalement, il y en a. Oui, c'est terminé, me dit Fanny. D'accord. Donc, alors, je suis curieuse de savoir effectivement pourquoi, apparemment, une personne sur les 14 pense que la motivation et l'engagement des salariés n'ont pas de lien avec la qualité de vie au travail ou au sentiment de justice. Alors peut-être on pourra partager à la fin du petit questionnaire. On va peut-être enchaîner les questions, D'accord. parce que je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai proposé ces questions. D'accord. Alors, je Voilà. lance la question. Oui, Voilà. Donc, la performance d'une entreprise est-elle liée à la capacité d'attirer et de garder des talents? Je lance la troisième. si tout le monde a répondu oui. Ah oui, ok. Je te laisse gérer parce que moi, je ne peux pas voir effectivement si tout le monde a répondu ou pas. Donc, si tout le monde a répondu, on peut lancer la troisième. D'accord. Alors, je lance la troisième. Donc, mieux comprendre les cibles consommateurs et consommatrices permet-il d'augmenter de nouvelles parts de marché? Donc, on a 10 réponses. Ok. 11 réponses. 12, il en manque une. C'est bon pour tout le monde. Tout le monde a voté, je crois. Alors, je lance la quatrième question. Donc, les femmes décident pour 68% dans l'achat d'un véhicule, 93% dans les achats agroalimentaires et 92% dans les vacances. Alors, nombre de réponses. Donc, il 9 reste... pour l'instant. Ah, il y a des... OK. Alors, la cinquième.
Donc, la réputation éthique d'une marque devient-elle de plus en plus importante dans les critères liés à la décision d'achat? C'est bon. Et la dernière question. Les entreprises qui semblent le mieux réussir aujourd'hui ont-elles au moins 10% des femmes et une plus grande diversité au plus haut niveau des dirigeantes? Voilà, tout le monde a répondu. Super. Bon, c'est super parce que c'est la première fois que je fais le test en direct avec les réponses. Alors, juste une petite explication. Donc, ce questionnaire fait partie aussi d'un outil qui a été développé sur plateforme, plateforme Chance Égale, et qui peut se retrouver dans un PowerPoint qui est mis à disposition de tous ceux et celles qui le souhaitent pour argumenter pour les raisons d'agir pour plus d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, entre autres, et la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, en fait, toutes ces questions proviennent d'études et d'analyses qui ont été faites pour, comment dire, valider ou non, effectivement, ces réponses. Et en l'occurrence, toutes ces études concourent à répondre oui à toutes les questions qui sont posées. Et effectivement, voilà, c'est intéressant de partager peut-être ou d'utiliser ce support pour effectivement, une des choses qui est importante pour avancer sur l'égalité professionnelle ou l'égalité de manière générale, c'est d'embarquer la direction autour de ces questions-là. Et la direction, je pense, ou les directions s'intéressent effectivement à l'engagement des salariés, à la performance des entreprises, au ciblage des consommateurs et consommatrices, à ceux qui prennent les décisions dans les achats, à l'éthique de la marque, et effectivement au résultat des entreprises. Voilà, donc c'est une des manières, pardon, j'avais coupé c'est une des manières effectivement d'utiliser des raisons. Quelles sont les bonnes raisons, quelles sont les raisons d'agir aujourd'hui pour convaincre les salariés et la direction pour agir sur l'égalité professionnelle. Voilà, alors si en celles et ceux qui souhaitent partager pourquoi non, pourquoi elles ont répondu non à certaines questions. Donc, à la première, je suis curieuse de voir pourquoi la justice et la qualité de vie ne participent pas à la motivation des salariés. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si quelqu'un veut me donner un petit peu pourquoi. Alors, qui souhaiterait prendre la parole ou tout simplement noter vos réponses dans le chat? Ou bien c'est une fausse question. J'essaie de voir le chat. Pour quelle question vous avez dit? Motivation et engagement des salariés sont-ils liés à la qualité de vie au travail et au sentiment de justice? Donc, il y a une personne qui n'était pas d'accord, apparemment. Mais sinon, on peut, bon, je ne sais pas, avoir un retour un petit peu sur ce type de questionnaire. Est-ce que ça semble être intéressant comme support, outil pour les raisons d'agir sur l'égalité femmes-hommes et
Pas de retour pour l'instant. Pas de Moi, retour. OK. ouais, j'ai répondu non pour cette question, la dernière là, étant donné que ce n'est pas un des critères, parce que selon les entreprises, je prends dans le soin, il y a plus souvent de femmes que d'hommes, et il y a toujours aussi de la qualité. Pour la dernière question? Et pour la dernière question, parce qu'on y est dessus, là, je vois, donc c'est pour ça. D'accord. Voilà. Parce que vous êtes dans une entreprise où il y a une majorité de femmes, c'est cela? Dans le soin, à fait. j'imagine. Oui. Et du coup, au niveau des dirigeants et dirigeantes, c'est une majorité de dirigeantes. Alors là, en fait, comment dire, cette Il y a question des qui est conventions. proposée, voilà, elle fait référence en fait à des études qui ont été faites, hein, que l'on retrouve sur voir un petit peu qu'est-ce que peut ou non apporter la plus grande diversité et la plus grande présence des femmes au plus haut niveau des entreprises, des dirigeantes. Et effectivement, il semblerait, pour toutes les études qui ont été menées dans ce sens-là, qu'elle semble mieux réussir en termes de résultats financiers, tout simplement, hein, voilà. Alors après, effectivement, d'une entreprise à une autre entreprise, cela peut être différent, mais j'entends que sur les entreprises qui sont majoritairement féminines, moi, je vois l'intérêt d'avoir effectivement plus de mixité, parce que la diversité, c'est aussi d'avoir plus d'hommes dans les filières ou les entreprises qui sont majoritairement féminines. Donc, voilà, ça fonctionne aussi dans ce sens-là, même pour ces entreprises, je pense. Je ne sais pas si ça répond un peu ou ça correspond un petit peu à la structuration de votre entreprise. Non, je pense que cette question, c'est tout un ensemble, hein. Ce n'est pas le fait qu'il y ait 10% de plus ou moins, que ce soit homme ou femme. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est un groupement de travail qui fait que c'est une équipe. Donc, que ce soit avec 10 ou plus ou moins, je pense que c'est tout un ensemble. Oui, mais c'est-à-dire que les plus grosses entreprises ont très peu de femmes dirigeants et 10%, c'est en fait c'est faible. Oui, c'est Ça ça. reste faible, ça peut être encore amélioré. D'ailleurs, c'est une obligation maintenant d'avoir jusqu'à 40% de femmes dans les COMEX. On peut toujours tout améliorer. Même l'armée s'y est mise. Donc, je vois, il y a de plus en plus de féminines à l'armée, et tant mieux. Alors, en l'occurrence, moi qui travaille sur pour partager un petit peu, on l'a vu à travers les leviers. Un des leviers qui est le moins visible pour accéder à l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, c'est celui de la mixité des métiers, parce que les entreprises, quand ils comparent ou font une analyse de la situation comparée, qu'elle soit publique ou privée, ont tendance à le faire par métier dans l'entreprise ou par secteur. C'est là que n'est pas toujours visible, effectivement, parce que très peu de métiers étant mixtes, du coup, on ne voit pas forcément les écarts de salaire qu'il peut y avoir dans une entreprise en fonction des types de métiers. Donc, moi, je dirais que c'est un facteur essentiel. En même temps, c'est un facteur qui est un levier qui est assez difficile à modifier, parce que rendre plus mixte les métiers dans une entreprise, c'est difficile pour recruter et trouver effectivement des personnes qui sont dans ces domaines-là en particulier. Voilà, mais je pense que oui. Oui, ça doit être un langage aussi et des habitudes à changer, hein. On est dans une société qui vit du côté au niveau des hommes depuis plus de 2000 ans, et donc il y a toute une mentalité à changer et toute une façon de voir les choses et surtout de communiquer. Et si on communique de plus en plus, l'égalité va se faire, hein. Je vois dans l'entreprise où je suis, nos chiffres, hein, par rapport à des références, on est à 100% par rapport à l'égalité cette année. Vous parlez de l'index? Pour les index. Pour les index, d'accord. Bravo. Pour ça, je précise bien, pour les index. Oui. Et c'est de la communication à la base. Il y a d'autres commentaires aussi dans le chat. J'avais pas. J'ai pas vu. Alors donc, concernant le questionnaire, donc ça peut être intéressant pour entamer une sensibilisation. C'est intéressant, cela permet spontanément de partager ses idées. Donc je trouve que c'est une approche intéressante pour la sensibilisation de tous les publics.
Ben, merci, très bien. Oui, je pense que voilà, parce que c'est quand même souvent le plus difficile pour trouver des arguments pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui, comment dire, prennent un petit peu sur la mise en place de certaines actions. Et je pense que plus on trouve d'arguments en faveur de l'égalité, quand on est convaincu, c'est simple, mais pour convaincre ceux qui ne sont pas toujours complètement convaincus, voilà, c'est important de pouvoir trouver tous les arguments qui existent et qui vont forcément toucher à un des axes du plan d'action ou de l'accord égalité professionnelle. Donc, une personne qui lève la main. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je ne me vois plus, mais vous m'entendez? Je vous entends. Oui, Oui. on vous entend, on Ok. vous voit. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse, enfin, en réaction sur le questionnaire, je dirais que par exemple, sur la première question, sur la question du lien entre la motivation, alors j'ai plus la question sous les yeux là, mais le lien entre la motivation et la qualité de Et vie la au qualité travail, de voilà, vie. la qualité de vie aux conditions de travail. J'espère que dans les entreprises aujourd'hui, c'est plus une vraie question. Parce que Absolument, oui. on a encore un petit peu de travail là-dessus. Moi, je suis Sonia Costecal, je suis une ancienne directrice des ressources humaines et je travaille aujourd'hui sur des propositions de services sociaux externalisés dans les entreprises. Donc, je rencontre aujourd'hui beaucoup de dirigeants et voilà, de DRH. Donc, cette question-là, je pense qu'on peut la passer rapidement. Mais je voulais vous interroger sur, même si j'ai une petite idée, mais je trouvais que c'était intéressant de développer la motivation qui sous-tend la 4e question. 2, 3, 4. Oui, oui, oui. Qui décide dans Vous les pourriez achats, c'est ça? développer un peu ça, ouais. Ça serait, Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que il est clair que les entreprises souhaitent, comment dire, augmenter leurs ventes. Hein, c'est quand même souvent l'objectif principal en termes d'entreprise. On oublie souvent que dans les choix et la participation des femmes et des hommes dans l'achat, la femme y est très souvent plus importante qu'on ne le pense sur même des achats comme, là c'est pas dit, mais même comme des achats sur les maisons, voilà, et il est clair que dans ce sens-là, en travaillant avec des femmes, alors je parle par exemple pour la communication, tout ce qui est communication d'une entreprise, quand il y a des femmes qui participent à la réflexion de la promotion de certains produits, et que quand dans l'achat d'une voiture, par exemple, on voit à quel point le choix des femmes participe pour une grande part dans la décision finale, ça peut être, en travaillant aussi de ce point de vue-là, un facteur pour améliorer les ventes, c'est-à-dire en ciblant les acheteurs et les acheteuses, et en l'occurrence, en pensant plus souvent sur certains produits au fait que les acheteuses sont fortement influenceuses dans les achats. Voilà. d'accord. Alors, c'est marrant parce Et, que j'y voyais le lien entre un autre lien, c'était le lien entre le fait que les femmes décident majoritairement, on va dire comme ça, au niveau des foyers, mais sont encore minoritaires au poste décisionnaire dans les entreprises. Voilà. Je voyais ce lien-là, moi, aussi, dans cette question-là. ah, Vers oui, cette là-dedans, question-là. c'était plus pour avoir effectivement plus de femmes dans les décisions et les orientations des entreprises et de la communication des entreprises pour les ventes, en fait. Hein. Je sais que Pierre avait levé la main aussi. Tu voulais Alors, j'ai levé la main sous réserve que réagir? vous m'entendiez parce que j'ai eu un problème technique. Non?
D'accord. Oui, si, tu as disparu à un moment donné et on souhaitait te donner la parole. D'accord. Oui, non, parce que j'arrivais pas à activer le son. Voilà. Oui, donc je vais pas reprendre la séquence depuis le début. Sur le précédent débat sur la mixité dans les métiers, dans les équipes dirigeantes, etc., c'est sûr qu'on pourra toujours trouver des contre-exemples, mais en fait, ce qui est important, c'est de dire que voilà, globalement, statistiquement, la mixité, elle apporte du plus pour l'entreprise. Alors après, effectivement, ponctuellement, dans une entreprise, on peut trouver des exemples où ça marche sans mixité, mais voilà, l'important, c'est quand même que globalement, les études montrent l'intérêt. Et puis, deuxième point, je pense que par rapport à cette question de la conviction, comment convaincre que la mixité, c'est une bonne chose dans les entreprises, bah, je pense que la meilleure conviction, c'est l'action et l'exemple. Parce qu'on pourra faire toujours tous les colloques qu'on veut, etc., pour convaincre hommes et femmes que tout ça, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que d'agir et puis de démontrer que c'est le cas. Voilà. Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas si je suis à côté de la plaque, mais je pense que l'exemplarité, c'est toujours la meilleure solution. Ah, c'est clair, hein, les entreprises qui expérimentent ou qui favorisent la mixité, en général, souvent des retours positifs. Alors, j'en profite pour dire qu'au-delà de ces outils qui sont proposés là et présentés, il y a sur notre plateforme Chance Égale des témoignages d'entreprises et des bonnes pratiques d'entreprises qui agissent sur l'égalité professionnelle sur différents axes, dont la mixité professionnelle. Donc, c'est un autre moyen d'aller découvrir un petit peu l'intérêt de certaines bonnes pratiques et le retour des entreprises, en l'occurrence des entreprises réunionnaises. Pour la mixité, moi j'utilise souvent un argument, et je dis aux entreprises, il faut profiter maintenant un petit peu de la non-mixité des filières et des métiers de formation, parce qu'on ne travaille pas que sur l'égalité professionnelle. En l'occurrence, nous on travaille aussi auprès des jeunes pour encourager les jeunes à diversifier leur choix d'orientation et aller effectivement vers des filières de formation où ils sont peu nombreux ou nombreuses. Et en tout cas, le constat que l'on peut faire, en tout cas généralement, ce n'est pas systématiquement, mais généralement, lorsqu'on voit dans les filières professionnelles des jeunes filles qui sont peu nombreuses en plomberie, en métallerie, en menuiserie, etc., mécanique, etc., et quand on voit des jeunes garçons qui sont peu nombreux dans les filières d'aide de puériculture, d'aide à l'enfance, d'esthétique, etc., qu'est-ce qu'on constate? C'est que les filles qui sont une ou deux dans ce type de classe, ou les garçons qui sont un ou deux dans ces types de classes aussi, ben les filles restent les meilleures et les garçons restent les meilleurs. En résumé, les filles en menuiserie vont mettre le plus souvent les premières de leur classe et les garçons en esthétique ou couture ou petite enfance vont être les meilleurs de leur classe. Et la raison est toute simple, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont battues pour aller dans ces filières-là, qui ne sont pas allées par hasard, qui sont extrêmement motivées et qui réussissent plutôt très bien. Donc, recruter ces jeunes aujourd'hui, qui sont minoritaires, garantit souvent aux entreprises d'avoir encore aujourd'hui les meilleurs dans les filières, me semble-t-il. C'est encore un argument, il me semble, pour favoriser la mixité. Alors, je ne sais pas quelle est la suite du déroulé. Est-ce que certaines personnes souhaitent échanger ? Alors sinon, on va passer à la suite de la présentation. Voilà. Alors, je te redonne la parole, Fabienne. Voilà, donc au-delà de l'outil que nous avons présenté, et donc des ressources qui se trouvent sur notre site internet, nous sommes des ressources, on va dire humaines, tout simplement, à la disposition
des entreprises, de toute personne qui souhaite avancer sur l'égalité de manière générale et l'égalité professionnelle plus spécifiquement. Nous sommes donc financés par le FSE, l'Union européenne, et donc nous pouvons venir et nous sommes à la disposition des entreprises pour accompagner alors à la formation, à l'accompagnement de la compréhension d'un diagnostic et de l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes. Et donc, comme je l'expliquais au début, aussi des actions de prévention et de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, ce sont les grands chantiers. Voilà, moi je pense que vraiment, en l'occurrence d'expérience, partager une culture de l'égalité au sein d'une entreprise, c'est-à-dire auprès des, bien entendu, ça commence par les dirigeants qui sont engagés, mais partager la culture de l'égalité auprès de tous les salariés, ça facilite la mise en place des actions concrètes. Voilà. Et parmi les outils que l'on promeut, il y a un outil que j'aime beaucoup qui a été développé par l'ANACT, pardon, pour mettre en place les actions de façon ludique. C'est un jeu. On joue beaucoup, nous aussi, autour de cette thématique. Ça se développe de plus en plus. Et il permet, pour avoir déjà testé, en l'espace d'une demi-journée, de déterminer déjà des axes et des actions à mettre dans les plans d'action égalité dans les entreprises. Voilà. Tu parlais peut-être des essentiels Lega Pro. Voilà, Oui. absolument. Donc voilà, c'est Simple et facile à utiliser. voilà, un Et aspect, ludique. aspect ludique, voilà, que tout le monde se retrouve autour de la table et justement peuvent échanger justement sur les différentes actions à mettre en place. Donc, il reprend le modèle systémique de l'ANACT. Donc, ça se présente sous la forme de différentes cartes, justement, et qui peuvent permettre un échange sur différents sujets. Donc, les essentiels EGAPRO. Alors, on a aussi, puisqu'on est sur les outils, un autre outil qui permet justement de sensibiliser les structures sur les violences sexistes et sexuelles. Alors, on ne voit rien du tout avec le fond d'écran. Donc, ce jeu s'appelle le sexisme sans façon. Donc, j'ai déjà expérimenté, que mes collègues ont déjà expérimenté auprès des structures. Donc, ça se présente sous forme de menu, je dirais. D'accord. Et Avec le fond d'écran, on ne voit pas du tout. rien du tout. Voilà. Non. Ah, ben merci beaucoup, Corinne. Tiens, je te donne ça aussi. Voilà. Donc, Corinne Dubois va se charger de vous montrer les différents outils que nous avons à notre possession pour permettre des sensibilisations. Je te laisse montrer, Corinne. Oui, voilà. Donc, on a c'est un jeu de plateau donc, qui s'appelle Sexisme sans façon, hein, avec un jeu de mots. Et donc, avec des petites étapes que l'on franchit en faisant un petit circuit et puis un challenge avec une autre équipe. Donc, c'est un jeu qu'on a en 2 exemplaires, un pour nous et un qu'on prête. Voilà, il y a quand même pas mal de petites cartes et petits objets. Et puis celui-ci, donc, ce sont des cartes d'une collection, hein. On a les essentiels QVT, les essentiels télétravail. À chaque fois, c'est un jeu de cartes. Pareil, il y a des challenges entre équipes pour en tirer une carte qui traite d'un sujet égalité professionnelle. Et puis l'avantage, c'est que ce sujet, déjà, on ne peut pas l'éviter. Quelqu'un le lit. Et puis les équipes se challengent et répondent ce sujet est-il traité? Si oui, comment? Est-ce que c'est traité de façon satisfaisante? Oui, non. Et quelles actions mettre en place? Je vois qu'il y a 2 mains qui se sont levées, Bénédicte et Pierre. Qui a levé la main en premier? Bénédicte? Peut-être, je ne sais pas. Allez-y. On va pas faire dans l'égalité, on va faire la galanterie alors. En fait, ma question, c'était sur ces jeux que je trouve très intéressants, mais vous préconisez de les utiliser comment, en fait?
lors de journées de sensibilisation, on a un stand et on les fait, ou alors c'est directement dans les équipes? Enfin voilà, nous, Il n'y a on pas aime bien il y a pas de mode, enfin, il n'y a pas de mode d'utilisation très, très obligatoire. Vous le faites soit effectivement au moment d'une sensibilisation, ça peut permettre d'aborder le sujet de manière ludique, d'une manière assez légère. Donc vous-même, vous pouvez trier les cartes, en mettre peut-être moins si vous voulez que le jeu dure moins longtemps ou que certains sujets soient abordés et pas d'autres. Et après, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans le cadre formel d'une réunion du CSE ou autre, où vous gardez là 1 heure, 1 h 30, 2 heures de réunion, et là, vous mettez en place complètement la démarche. C'est tellement structurant que ça peut vous permettre d'aboutir à un plan d'action à la fin. Donc, ça peut Ah oui, être un complètement. outil vraiment sur lequel vous pouvez vous appuyer à différents niveaux. OK, On va merci. laisser la parole à Pierre Mercader. Oui, juste, donc, puisqu'on est sur les violences sexistes sexuelles, alors je ne sais pas si vous avez déjà annoncé qu'effectivement jeudi, on a une matinée qui sera consacrée au cinéma Cambé. Donc, Ouais. je pense qu'il y a encore des places, hein, n'hésitez pas à venir. Par rapport à cette question des violences sexistes et sexuelles, je crois que pendant assez longtemps, on a eu je veux dire, comme idée un peu générale que d'un côté, il y avait l'égalité professionnelle qui se résumait à l'égalité en termes de salaire, et puis que le harcèlement sexuel et les violences sexuelles, c'était un problème de prévention des risques. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on prend de plus en plus conscience il peut y avoir un lien important entre les deux, et qu'une partie des problématiques d'inégalité qui ont été décrites, hein, sur les quatre axes tout à l'heure par Fabienne, ben, il faut peut-être y rajouter aussi cette question du harcèlement ou du sexisme qui, en fait, alors on ne sait pas, on n'a pas forcément, je ne sais pas s'il y a eu des analyses ou des études là-dessus, hein, je ne suis pas spécialiste, mais je veux dire, intuitivement, on sent bien que dans l'évolution des carrières, dans l'implication dans l'entreprise, ça doit avoir des conséquences en termes de retrait, soit du marché du travail carrément des victimes, soit comment dire, de mise un peu en retrait dans l'entreprise, en se disant ben, plus je me cache, moins je suis sujet à violence, à propos sexistes, etc. Notamment pour les femmes qui veulent faire carrière et grimper dans la hiérarchie. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Fabienne, mais je crois que, alors en tout cas, nous on l'a placé dans le cadre du PRST 4, mais je pense que ça a déjà dû être dit comme une action prioritaire, la lutte contre le sexisme au travail. Et c'est aussi, alors du coup, ça fait le lien parce qu'on s'occupe des deux politiques publiques, donc égalité professionnelle et prévention des risques. On l'a placé également dans une des grandes priorités de notre action sur l'égalité professionnelle, au niveau des services, notamment les services d'inspection du travail. Donc, on va avoir des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur ce sujet, justement pour faire le lien aussi avec les autres problématiques d'égalité professionnelle qui ont été très bien décrites. Alors, je ne sais pas ce que Fabienne en pense, mais je pense que voilà, ça me paraît une évolution intéressante et importante aujourd'hui. Oui, 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 entièrement d'accord avec toi, Pierre, pour deux raisons. D'une part, parce que quand même, on perçoit bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui veulent améliorer l'égalité professionnelle se trouvent confrontées aux limites de comment dire, des réelles discriminations volontaires. Voilà, il y a quand même de moins en moins d'entreprises qui font de la discrimination volontaire entre les femmes et les hommes. Et donc, le plus difficile est d'aller trouver où sont les discriminations inconscientes, invisibles, le sexisme ordinaire. Et c'est lui qui est le plus difficile à débusquer. Et il est clair que plus une entreprise est égalitaire et, on va dire, moins sexiste, plus une entreprise est peu sexiste, plus elle est égalitaire parce que ça fait partie de la culture de l'entreprise.
J'avais fait, moi, le lien à l'époque aussi avec, on a travaillé pendant longtemps sur les publicités, donc que des entreprises réunionnaises uniquement, celles qui communiquaient de façon égalitaire et celles qui communiquaient de façon sexiste. Il est clair qu'il y a un vrai lien dans la capacité des entreprises à promouvoir l'égalité et le lien avec la communication. Ça fait le lien avec la discussion que nous avions eue tout à l'heure. Donc, débusquer le sexisme en entreprise, c'est une bonne manière, ou réduire le sexisme en entreprise, c'est une très bonne manière d'avancer sur l'égalité. C'est pour ça que je parle toujours de culture de l'égalité. Dans le travail sur la culture de l'égalité, il y a le travail sur le sexisme et le sexisme ordinaire. Nous, sur notre site et sur le travail que l'on a fait, on est sur aujourd'hui zéro tolérance pour le sexisme. Voilà, c'est une bonne manière de discuter, de réfléchir et de sensibiliser l'ensemble des salariés à la question de l'égalité de manière générale, parce que c'est pas toujours visible et c'est pas toujours volontaire, ou ça paraît banal. Voilà, il y a plein de raisons. Après, les violences sexistes, donc là, on sort du sexisme ordinaire. Il est clair que les femmes qui sont victimes de violences sexistes, alors soit en entreprise, de violences sexuelles, soit en entreprise, soit en dehors de l'entreprise, et ça, on connaît les chiffres parce que par ailleurs, on travaille au niveau de la préfecture sur les violences dans les couples et les violences au travail et les violences dans la rue. Tout ça, c'est un continuum, mais il est bien évident que si on veut, garantir la qualité de vie au travail et la performance au travail, il faut s'interroger sur les violences qui peuvent être cachées, tues, non dites, et qui forcément interfèrent de manière évidente sur la capacité qu'ont les femmes et les hommes de gérer leur activité professionnelle et d'articuler leur activité professionnelle et leur activité familiale. Voilà, c'est indissociable de la réflexion aujourd'hui dans la culture de l'égalité sur le travail sur les luttes contre les violences sexistes, le sexisme ordinaire et les violences, les agressions sexuelles, qui malheureusement persistent aussi en entreprise. Oui, effectivement, il faut faire la différence entre ceux qui s'en rendent compte et ceux qui ne s'en rendent pas compte, et il y en a encore énormément. Et le jeu aide à repérer des situations non voulues, mais quand même le doigt dessus. Et on en a eu une ce matin, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais en fait, au fur et à mesure qu'on travaille avec ces jeux, on repère beaucoup plus facilement des propos et on se dit, bah tiens, quand même, ça, c'est un propos qui ne devrait pas avoir lieu. Donc, au fil du temps, on s'acculture à reconnaître ces propos ou ces situations. Et comme le dit Fabienne, c'est une culture qu'il faut instaurer en entreprise. Donc, la présentation, donc toute la semaine, on a des activités relatives aux conditions de travail et donc au thème de cette semaine sur les transitions. Et donc, jeudi matin, c'est au Ciné Cambé de 8h30 à midi. On a des interventions très intéressantes sur le harcèlement, les violences sexistes au travail sexuel. Et donc, c'est le groupe qui s'occupe de l'animation des consultants en risques psychosociaux qui a monté la présentation. Donc, vous aurez des spécialistes qui seront là pour parler de tout cet aspect-là qui n'est pas, au lendemain de la fête de la musique, qui n'est pas très reluisant, mais qui nécessite d'être outillé quand même pour faire face à toutes les situations. Voilà, et nous Vous avez serons le présents lien aussi. dans le chat. Comment? Pardon? Sciences Égales sera présente aussi cette matinée pour effectivement transmettre les outils que nous utilisons aux côtés d'autres acteurs et actrices pour essayer effectivement de prévenir et d'intervenir sur ces violences au sein des entreprises. Voilà, donc le lien est dans le chat et l'inscription est libre et gratuite. Donc, au Ciné Cambé après-demain. Un dernier point sur le projet de FSE, justement. Donc, nous recherchons des entreprises, justement, qui souhaiteraient accompagner pour mettre en place un plan d'action en matière d'égalité professionnelle. Donc, l'accompagnement, il commencerait à partir du mois de septembre 2023.
Alors, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement dans ce sens pour une démarche, mais également l'élaboration d'un protocole en cas de violences sexistes et sexuelles et harcèlement sexuel. Voilà. Donc, c'est un financement c'est une démarche qui est soutenue par le FSE et par l'État. Donc, je lance l'appel. Ça se passe en 3 étapes, une sensibilisation, un accompagnement et une rédaction justement du protocole. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, l'objectif, c'est... Oui, merci Alexandra. L'objectif, c'est vraiment de construire les outils, avec une démarche expérimentale chez vous, ou en entreprise, mais ensuite de construire des outils, de consolider ceux qu'on a déjà, de les challenger et puis de créer des supports adaptés à la réunion. Donc voilà, si toutes les personnes intéressées peuvent se manifester dans le chat et écrire directement à Alexandra Fontaine. Je vais te laisser conclure, Corinne. Oui, peut-être je vais laisser la main aussi à Pierre pour conclure. Juste un point sur la semaine qualité de vie au travail. On a parlé de jeudi matin, on n'a pas parlé de demain matin. Ça peut intéresser certains préventeurs, ça sera sur les nanoparticules et les perturbateurs endocriniens. Vous savez que les femmes et les hommes ne sont pas égaux aussi par rapport à ces risques. Donc, ça peut vous intéresser, c'est toujours en présentiel au Ciné-Cambet de Saint-Paul, demain matin. Et donc, les après-midi, ce sont des webinaires. Donc, demain après-midi, transition numérique, c'est un escape game en ligne. Et le troisième après-midi, on retrouve Alexandra autour des pratiques addictives, les changements d'organisation et leur impact sur les pratiques addictives. Donc, il y a déjà pas mal de monde d'inscrits. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi le FSE, l'État, la CGSS, nos financeurs, notre partenaire Chance Égale. Et je laisse à Pierre Mercader le mot de la fin. Bah, écoute, c'est gentil. Non, je voulais dire, là, on a parlé des accords et plans d'action. Donc, comme je n'ai pas pu faire mon introduction, donc je place mon introduction en conclusion. C'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de travail encore parce qu'on est quasiment qu'à un quart des entreprises assujetties qui disposent d'un accord ou d'un plan d'action en cours de validité. Donc, le développement du dialogue social sur ces sujets-là, il y a la marge, on peut largement progresser. Il y a quelques années, au début, on avait réussi à monter à 50-60% de taux de couverture par rapport au nombre d'entreprises. Ça a baissé. Voilà. Et après, il y a l'index qui est arrivé avec un effet un peu, je ne vais pas dire un effet pervers, mais tout à l'heure, j'entendais 100 sur 100 à l'index. Mais ce n'est pas parce qu'on a 100 sur 100 à l'index qu'il n'y a pas matière quand même encore à discuter, à négocier et à élaborer des plans pour améliorer l'égalité professionnelle. Voilà. L'index, d'ailleurs, on commence à en percevoir les limites. Par exemple, à La Réunion, on est sur les entreprises qui déclarent leur index, qui sont plus de 80%. On est à un taux d'index entre guillemets correct par rapport à la loi d'au moins 75 sur 100 de plus de 95%. Donc aujourd'hui, ça devient assez marginal. Les entreprises, je crois que ces entreprises ont compris la logique. Donc ça a apporté des plus sur un certain nombre de sujets. Il y a quand même des entreprises qui corrigent finalement un peu les inégalités en favorisant les augmentations individuelles, les promotions pour les salariés du sexe qui sont défavorisés sur la question du salaire. Mais bon, globalement, on arrive un petit peu au bout là, sur ces 4-5 ans, à part quelques irréductibles entreprises qui sont toujours nettement en dessous, qui ne respectent pas le principe d'augmenter les entreprises, les salariés, de retour de congé maternité, ce genre de choses. Voilà. Mais à part quelques irréductibles, tout le monde est un peu rentré dans le rang. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a des discussions au niveau européen sur
sur un index, un nouvel index qui serait beaucoup plus contraignant et plus… Voilà. Donc, dans les années à venir, on risque d'avoir une nouvelle version. Enfin, en tout cas, nous a indiqué que sous l'impulsion européenne, on allait avoir une nouvelle version de l'index plus détaillée, comment dire, on espère plus efficace. Voilà, c'était un peu le scoop. Enfin, je ne sais pas si c'est un scoop. Voilà. En tout cas, c'est des informations qui émanent directement de notre administration centrale. Les discussions sont en bonne voie sur le plan européen. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Et puis, voilà, vous inciter à participer jeudi matin à la séquence sur les violences sexistes sexuelles. Merci à toutes et tous et à très bientôt.